Nous avons tous imaginé ce que ce serait de visiter l'espace. Mais si devenir astronaute est un rêve pour beaucoup d'enfants et d'adultes, il existe un astronaute qui s'est retrouvé dans un véritable cauchemar cosmique, perdu dans l'espace. Rejoignez-moi donc dans cette histoire vraiment incroyable, traversant l'effondrement des nations et entrant dans un domaine du voyage dans le temps pour découvrir ce qui est arrivé à l'astronaute qui s'est perdu dans l'espace pendant 311 jours. La course à l'espace. Notre histoire commence en Union soviétique, plus précisément en Russie. Sergueï Krikalev est né le 27 août 1958 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Enfant, Sergueï était très conscient de la course effrénée à l'espace qui opposait l'Union soviétique et les États-Unis. Conséquence de la guerre froide du milieu du XXe siècle, cette course spatiale consistait en une série de démonstrations technologiques, chaque camp cherchant à prouver sa supériorité dans le domaine des vols spatiaux. Au fil des années, Sergueï a continué à garder les yeux rivés sur les étoiles dans sa propre course vers l'espace et a obtenu un diplôme en génie mécanique en 1981 à l'Institut mécanique de Leningrad. Après avoir obtenu son diplôme, Sergueï a trouvé un emploi au sein du NPO Energia, l'organisation industrielle russe chargée des activités de vol spatial habité pour le programme spatial soviétique. Au cours de ses premières années dans cette entreprise, Sergueï a testé des équipements de vol spatial et a travaillé au sein de l'équipe de contrôle au sol pour des missions spatiales. Sergueï a joué un rôle clé au sein de l'équipe de contrôle au sol lors d'une mission de sauvetage en orbite de la station spatiale Salyut 7 après sa défaillance en 1985 et a pu guider à distance les réparations du système de contrôle embarqué de la station. Après ce succès, Sergueï a été sélectionné pour suivre une formation de cosmonaute. Ce cours intensif couvrait tout un éventail de connaissances liées à l'espace, notamment l'astronomie, la mécanique orbitale et les méthodes d'expérimentation scientifique. À l'issue de sa formation, Sergueï a finalement obtenu son brevet de cosmonaute en 1986. Si vous vous demandez pourquoi je parle de Sergueï comme d'un cosmonaute plutôt que d'un astronaute, c'est parce que techniquement, les cosmonautes sont des personnes spécialement formées par l'agence spatiale russe et que le mot signifie littéralement marin de l'univers. Plutôt cool, non ? Au début des années 1988, Sergueï a commencé à s'entraîner pour son premier vol spatial de longue durée à bord de la station spatiale Mir, qui, à l'époque, était le plus grand satellite artificiel en orbite. Lancée le 20 février 1986, la mission Mir avait pour objectif général d'étudier les réactions du corps humain aux voyages spatiaux, ainsi que de mener des observations scientifiques, notamment sur la surface de la Terre. Le 26 novembre 1988, Sergueï a enfin pu décoller à bord de la mission Soyouz TM7, une expédition conjointe entre la France et l'Union soviétique. La mission s'est terminée 151 jours plus tard, le 27 avril 1989. Après une mission relativement sans encombre, Sergueï avait hâte de retourner dans l'espace, vers l'infini et au-delà. Mais à l'insu de Sergueï, son prochain voyage le rendrait désespéré de revenir sur Terre. La vie sur Mir. En décembre 1990, Sergueï se préparait déjà pour son deuxième vol spatial en tant que membre de l'équipage de la mission Soyouz TM12. Le 18 mai 1991, Sergueï est arrivé au cosmodrome de Baïkonour, célèbre pour avoir été le premier port spatial au monde à lancer des fusées dans l'espace. Il était accompagné d'Anatoly Artsebarsky, un commandant ukrainien expérimenté, et d'Hélène Sharman, la première astronaute britannique. Le cosmodrome de Baïkonour, situé dans l'actuel Kazakhstan, avait déjà été le théâtre des premières mondiales vraiment incroyables dans le domaine des voyages spatiaux, notamment le lancement du premier satellite artificiel, Sputnik, le 4 octobre 1957. C'est également là que Youri Gagarin est devenu le premier être humain à voyager dans l'espace, le 12 avril 1961. Si la mission de Sergueï s'annonçait plutôt routinière, dans la mesure où un vol spatial peut l'être, il ne savait pas encore que dans 311 jours, il allait rejoindre la liste des voyageurs les plus historiques de Baïkonour. Si Sergueï croyait au présage, il aurait peut-être compris très tôt que ce voyage ne serait pas facile. Alors que le vaisseau spatial qui le transportait, lui, Anatoly et Hélène, s'approchait de Mir après 2 jours de voyage, le système de ciblage est tombé en panne, obligeant Sergueï à amarrer manuellement leur fusée. Les stations spatiales comme Mir sont toutes équipées d'un système d'amarrage automatique qui permet à 2 vaisseaux spatiaux de se localiser et de rester sur la même orbite. Cette opération manuelle est dangereuse et une seule erreur peut être fatale. Mais Sergueï, toujours aussi calme, réussit à amarrer l'équipage en toute sécurité. Mir pouvait accueillir jusqu'à 6 personnes, mais en général, seuls 3 cosmonautes y vivaient à la fois car elle était très exiguë. La station spatiale voyait 16 levées et 16 couchers de soleil chaque jour. Les résidents devaient donc occulter les hublots pour plonger la station dans l'obscurité pendant leur sommeil afin de simuler la nuit.
Les cosmonautes se réveillaient généralement vers 8 h du matin, heure de Moscou, et commençaient leur journée de travail, menant des expériences scientifiques et assurant la maintenance de la station spatiale. À 13 h, les cosmonautes rentraient chez eux dans la zone commune pour déjeuner et s'entraîner. Mais ces entraînements ne servaient pas seulement à faire de la musculation. Dans l'espace, il est très important de rester fort, car la faible gravité a des répercussions sur la masse musculaire. Le processus de perte musculaire, également appelé atrophie, a fait perdre aux astronautes jusqu'à 20% de leur masse musculaire lors de vols spatiaux, et ce pour des missions ne durant que 5 à 11 jours. Après le déjeuner et cette séance d'entraînement si importante, les cosmonautes passaient encore 3 heures à travailler, puis 1 heure supplémentaire à faire de l'exercice. La journée se terminait par le dîner et un peu de temps libre dans la soirée, que la plupart d'entre eux passaient bien sûr à contempler les hublots, émerveillés par cette bille bleue que nous appelons la Terre. Si la vie dans l'espace a certes ses merveilles, la vie à bord de Mir n'était pas vraiment glamour. Tout comme le vaisseau spatial fictif, le Faucon Millennium, Mir était souvent considéré à la fois comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne et comme un véritable tas de ferraille. What a piece of junk! Les dysfonctionnements techniques étaient monnaie courante sur Mir, et lorsque Sergueï s'est amarré pour sa deuxième visite à la station spatiale, celle-ci avait développé tellement de problèmes électriques que les lumières clignotaient à intervalles aléatoires. Pas inquiétant du tout, non ? Non seulement cela était frustrant pour les astronautes dans leur travail quotidien, mais cela leur rappelait aussi qu'à chaque instant, à quel point ils dépendaient de cette technologie défaillante pour respirer et rester pressurisés. En d'autres termes, pour survivre. Chaque clignotant devait être terrifiant. De plus, les incidents techniques constants provoquaient souvent des variations rapides de la température et de l'humidité dans la station, qui devenait alors un terrain propice à la prolifération de micro-organismes. En conséquence, la station empestait la moisissure, sans parler de l'odeur corporelle des pilotes spatiaux. En gros, Mir était la résidence universitaire de l'espace. Mais tout cela importait très peu à Sergueï, qui considérait Mir comme son deuxième foyer. L'espace était son terrain de jeu personnel, et il adorait la sensation d'apesanteur et apprendre à voler d'un bout à l'autre de la station spatiale. De plus, Sergueï était entouré d'un équipage formidable, notamment ses compagnons de voyage Anatoly et Hélène, ainsi que 2 autres cosmonautes qui se trouvaient à bord de Mir depuis décembre 1990. Le 26 mai 1991, Hélène et 2 autres cosmonautes eurent terminé leur mission et rentrèrent sur Terre, laissant Sergueï et Anatoly poursuivre leur mission, entretenir et réparer la station. Un espace d'effondrement. La mission de Sergueï devait prendre fin en octobre 1991, et il lui restait donc 5 mois à passer sur Mir, et il y avait beaucoup à faire. Les tâches les plus palpitantes étaient les 6 sorties extravéhiculaires que Sergueï et Anatoly avaient prévu d'effectuer pendant leur séjour afin de réaliser des réparations et des mises à niveau essentielles sur des parties externes de la station spatiale. Lors de la deuxième sortie extravéhiculaire de la mission, la visière du casque d'Anatoly s'est embuée, de manière effrayante, en raison d'une panne du système de refroidissement de sa combinaison spatiale. Alors qu'il était encore attaché à la station, Sergueï a dû guider son commandant, pratiquement aveugle, vers la sécurité. Heureusement, ils s'en sont sortis. Cependant, en août, peu avant la fin de leur mission, tout a basculé. Depuis son point de vue intergalactique, Sergueï a pu faire un tour d'horizon des merveilles du monde en seulement 1 heure et demie, pendant que Mir faisait le tour de la Terre, des pyramides de Gizeh à la grande barrière de corail en passant par le Grand Canyon. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'étaient les chars qui roulaient sur la place rouge de Moscou, annonçant l'effondrement de la nation qu'il considérait comme sa patrie. À l'époque, l'Union soviétique était dirigée par le président Mikhaïl Gorbatchev, qui avait frustré les communistes purs et durs avec son programme de réforme, la Perestroïka, qui visait à restructurer les systèmes politiques et économiques de l'État. Alors que la tension couvait en Union soviétique depuis les années 80, la situation a finalement atteint son paroxysme le 19 août 1991, lorsqu'un coup d'État a été organisé pour renverser Gorbatchev. Bien qu'il n'ait duré que quelques jours avant d'être annulé, ce coup d'État a eu un effet durable sur l'URSS et il était clair que les jours de l'Union soviétique étaient comptés. Compte tenu de la confusion qui régnait en URSS, il était difficile d'obtenir des informations fiables et Sergueï s'inquiétait constamment pour sa famille et ses amis qui vivaient des troubles politiques sur le terrain. Sergueï suivait de son mieux l'évolution de la situation en URSS, principalement grâce à sa femme Yelena qui travaillait au centre de contrôle de la mission. Sergueï pouvait également communiquer avec divers opérateurs radio amateurs via le système de communication de Mir. L'une de ces opératrices radio était Margaret Laquinto, une américaine diplômée en langue russe qui lui fournissait des informations non censurées sur la situation politique en Union soviétique. Sergueï était naturellement perplexe face à ce qu'il se passait et se demandait ce que tout cela signifiait exactement pour le programme spatial et sa mission. Il ne se doutait pas que lui et Mir étaient sur le point d'être impliqués dans la chute de l'URSS. Le dernier cosmonaute soviétique.
Au fil des mois, les différents États soviétiques ont commencé à se séparer de l'Union soviétique, et en décembre, la plupart d'entre eux étaient indépendants. L'un des derniers à le faire fut le Kazakhstan, qui a déclaré son indépendance le 16 décembre 1991, ce qui a considérablement compliqué la tâche du programme spatial soviétique. Vous vous souvenez du cosmodrome de Baïkonour, d'où Sergueï avait décollé? Eh bien, il appartenait désormais au nouveau gouvernement de la République du Kazakhstan, qui n'était pas très enclin à le partager. Le gouvernement kazakh a tenté d'imposer des frais astronomiques pour l'utilisation du complexe spatial, et la Russie, à court d'argent en raison de la dissolution de l'URSS, avait besoin d'une solution rapide. Pour apaiser le nouveau gouvernement kazakh, l'agence spatiale soviétique, dont le siège était à Moscou, a accepté de donner une place à bord de la prochaine navette à destination de Mir à un cosmonaute kazakh. Cela posait un gros problème à Sergueï, car l'inclusion de Todkar Obakirov, le cosmonaute kazakh, signifiait que le remplaçant prévu pour le poste d'ingénieur de vol, Alexander Kaleri, était écarté de la mission. Sans personne possédant les compétences nécessaires pour le remplacer, le centre de contrôle de la mission informa Sergueï qu'il devait rester à bord de Mir pour une durée indéterminée. Les 3 nouveaux cosmonautes rejoignirent l'équipage de Mir le 4 octobre sous le commandement d'Alexander Volkov, que Sergueï connaissait déjà depuis sa première mission à bord de Mir. 6 jours plus tard, 2 des cosmonautes sont revenus sur Terre avec Anatoly, dont le poste de commandant a été repris par Alexander Volkov. Le 26 décembre de la même année, l'Union soviétique s'est complètement effondrée en 15 républiques différentes et Gorbatchev a démissionné. L'Union internationale qui avait envoyé Sergueï dans l'espace n'existait littéralement plus, et pire encore, le cosmonaute disparu était leur dernière priorité. Son passeport soviétique, désormais invalide, Sergueï se retrouva apatride et ne pouvait que regarder impuissant la nation qu'il avait connue sur Terre s'effondrer. Après avoir passé Noël et le Nouvel An dans l'espace, Sergueï commença à se demander s'il retournerait un jour sur Terre. Bien que la compagnie de son collègue cosmonaute, le commandant Volkov, fût agréable, le problème était que plus Sergueï restait dans l'espace, plus la Russie se trouvait à court d'argent. La situation est devenue si grave que l'agence spatiale russe, rebaptisée, pouvait à peine se permettre d'envoyer de la nourriture et des provisions à 380 km de l'atmosphère terrestre jusqu'à Mir, sans parler de trouver les fonds nécessaires pour remplacer Sergueï. Son avenir, voire sa survie, devenait de plus en plus incertaine. Sergueï ne pouvait rien faire d'autre que de continuer à attendre et à souhaiter à chaque étoile filante que de bonnes nouvelles arrivent bientôt, et que son séjour prolongé dans l'espace n'avait pas de conséquences graves sur sa santé. Si les effets des vols spatiaux de longue durée ne sont pas encore entièrement compris aujourd'hui, on savait déjà dans les années 90 que les astronautes en mission longue durée comme Sergueï étaient exposés à des risques sérieux pour leur santé. D'une part, le fait d'être plus proche du Soleil que sur Terre exposait Sergueï au rayonnement des particules solaires à haute énergie, ce qui augmentait considérablement le risque de développer une cataracte, voire un cancer. Face à tout cela, il convient de noter qu'il existait un moyen pour Sergueï de rentrer chez lui, mais que celui-ci aurait eu un coût très élevé. Une capsule de rentrée Soyouz Raduga, spécialement conçue pour revenir sur Terre en cas d'urgence, se trouvait à bord de Mir. Mais voici le problème. Seul cosmonaute restant à bord de Mir a disposé des connaissances techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement de la station. S'il décidait de partir, cela pourrait signifier la fin définitive de la station spatiale. Sergueï semblait pris dans son propre dilemme de cosmonaute. Qu'est-ce qui était le plus important, sa mission ou rentrer chez lui? Hors du présent. Malgré les conséquences physiques et mentales de son séjour dans l'espace, la détermination et l'engagement sans faille de Sergueï envers sa mission ont brillé plus fort que les étoiles les plus éclatantes. Il a continué de travailler d'arrache-pied pendant près de 3 mois pour assurer le bon fonctionnement de Mir. Mais contrairement à un imposteur expulsé, Sergueï n'a pas passé le reste de sa vie à flotter dans l'espace. Les secours étaient tout prêts. En mars 1992, l'Allemagne a versé 24 millions de dollars dans le cadre d'un accord politique avec la Russie pour que Klaus-Dietrich Flade puisse se rendre à Mir, devenant ainsi le premier astronaute allemand dans l'espace. Cela signifiait que la Russie pouvait enfin se permettre de remplacer Sergueï, qui avait alors passé un total de 10 mois en orbite autour de la Terre, après avoir fait environ 5000 tours autour de la planète. Ravi d'apprendre qu'il allait enfin rentrer chez lui, Sergueï pouvait enfin penser à retrouver la terre ferme et à retrouver sa femme et sa fille. Grâce à une partie de l'argent versé par l'Allemagne, l'agence spatiale russe a sélectionné le cosmonaute Alexander Kaleri pour remplacer Sergueï. Le 17 mars 1992, l'équipage de Soyouz TM-14, composé d'Alexander et de Klaus, l'Allemand dont les 24 millions de dollars avaient financé le voyage retour de Sergueï, décolla du cosmodrome de Baïkonour à destination de Mir. Une semaine après l'arrivée du nouvel équipage, Sergueï a enfin pu regagner la Terre aux côtés de Klaus et de son ami, le commandant Volkov. Le 25 mars 1992, la fusée Soyouz a atterri à Baïkonour. Lorsque les portes se sont ouvertes, une petite foule s'est rassemblée autour de la fusée qui venait d'atterrir, tandis qu'un astronaute étourdi, pâle comme de la farine, en émergeait.
On distinguait à peine le drapeau rouge soviétique sur sa combinaison spatiale, à côté d'une inscription en lettres russes signifiant URSS, le dernier véritable citoyen soviétique. Après 10 mois d'atrophie musculaire, 4 hommes ont dû l'aider à se tenir debout contre la gravité terrestre et l'ont soutenu lorsqu'il a posé les pieds au sol, respirant l'air frais de l'atmosphère pour la première fois depuis 300 jours. On lui a mis un manteau de fourrure et il a pu déguster un bol de bouillon, son premier repas frais depuis près d'1 an, dans l'avion qui le ramenait en Russie, où il allait retrouver sa femme Yelena et sa petite fille Olga. En arrivant dans une Russie très différente, Sergueï a dû se sentir comme un extraterrestre. Même sa ville natale avait changé de nom pendant son séjour dans l'espace, passant de Leningrad à Saint-Pétersbourg. Mais la Terre et la validité de son passeport soviétique n'étaient pas les seules choses qui avaient changé depuis le séjour de Sergueï dans l'espace. Nous avons déjà évoqué certains des effets secondaires physiques les plus néfastes des voyages dans l'espace, mais il y en a un qui vaut la peine d'être mentionné à vos amis. Voyager 0,02 secondes dans le futur. C'est vrai, Sergueï détient le record du plus grand saut dans le temps jamais réalisé par un être humain. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, selon les théories de la relativité d'Einstein, la vitesse à laquelle un objet se déplace et la distance qui le sépare d'une source gravitationnelle massive comme la Terre peuvent en fait modifier la façon dont cet objet perçoit le temps. Ça semble un peu farfelu, non ? C'est aussi ce qu'ont pensé les fabricants pragmatiques de certains des premiers satellites GPS. Pourtant, lorsqu'ils ont envoyé leurs satellites équipés d'horloges atomiques précises à la nanoseconde près, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Quelques minutes après leur activation, les horloges internes des satellites fonctionnaient très légèrement plus vite que celles qui avaient été laissées sur Terre, mais suffisamment pour rendre les relevés GPS inutilisables. En quelques heures, les relevés GPS présentaient des écarts de plusieurs dizaines de kilomètres. Ils avaient involontairement prouvé la justesse des théories d'Einstein. Mais en quoi consistent exactement ces théories ? Eh bien, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein stipule qu'un objet se déplaçant plus rapidement par rapport à un autre perçoit le temps comme s'écoulant plus lentement. La théorie de la relativité générale, quant à elle, nous dit que le temps s'écoule plus vite pour un objet éloigné d'une source de gravité. Ces deux principes, qui semblent s'opposer dans l'espace, ne s'annulent pas tout à fait, et la relativité générale tend à l'emporter. Du moins en ce qui concerne les objets en orbite autour de la Terre. Cela signifie que les objets en orbite autour de la Terre, y compris Sergueï Krikalev, perçoivent le temps comme s'écoulant plus vite que sur Terre. Ainsi, à son retour, Sergueï était techniquement plus âgé de 0,2 secondes qu'il ne l'aurait été s'il était resté sur Terre. Cela signifie également que tous les satellites GPS ont besoin de systèmes de compensation pour tenir compte des effets de la dilatation du temps afin de fonctionner. Ah, et vous pensiez qu'un astronaute coincé dans l'espace serait la chose la plus étrange que vous apprendriez aujourd'hui, hein ? Viser les étoiles. On pourrait penser que 311 jours passés à voyager dans l'espace suffiraient pour toute une vie. Mais Sergueï n'en avait pas fini. Il a poursuivi sa carrière céleste en tant que cosmonaute et est retourné dans l'espace moins de 2 ans après son retour sur Terre. En fait, Sergueï a participé à 4 autres missions entre 1994 et 2005 et est entré une nouvelle fois dans l'histoire de l'espace le 2 novembre 2000, lorsqu'il a fait partie de l'équipage qui s'est embarqué pour la première expédition de longue durée vers la Station spatiale internationale. Au total, au cours de sa carrière spatiale, Sergueï aura passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans l'espace, le tout étalé sur 17 ans. En 2005, il a mis un terme à sa carrière spatiale en tant que commandant de la 11e expédition vers la Station spatiale internationale. Sergueï a ensuite réfléchi à son séjour dans l'espace, affirmant que tous ceux qui y sont allés acquièrent une perspective globale et que les questions liées aux différences entre les nations commencent à sembler absurdes. Après tout, depuis l'espace, nous ne sommes peut-être que des êtres minuscules et relativement insignifiants sur notre petit point bleu pâle, niché parmi les étoiles. Face à l'immensité vertigineuse de l'univers, une seule chose est sûre, l'histoire de Sergueï est vraiment hors du commun. Comment passeriez-vous le temps si vous étiez coincé dans l'espace aussi longtemps que Sergueï ? Seriez-vous prêt à tenter l'aventure si vous deviez vivre ce qu'il a vécu ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.